Bonjour tout le monde, bienvenue sur le Momentum Show de cette semaine. Cette semaine, épisode... En fait, c'est quand même drôle parce que je m'étais dit que j'allais comme la jouer comme si c'était normal, comme si c'était voulu, comme si c'était comme un épisode... un peu un épisode spécial, tu sais, où est-ce que je suis tout seul puis que je voulais essayer ça ou quelque chose. Puis je m'entraînais avec un de mes amis hier en haltéro, tu sais, puis... Pas on jase, mais tu sais, c'est normalement des séries qui sont très courtes avec des temps de repos qui sont plus longs. Fait qu'on a le temps de jaser un peu. Puis j'ai disais ça que je faisais un podcast tout seul. Puis il était là, ah ouais, tu sais, pourquoi? Ça sort d'où? T'as jamais fait ça? Puis j'avais l'intention de vous dire que c'était voulu, que c'est ça. Mais je pense que la vraie raison est quand même un peu plus drôle, un peu plus intéressante pour ça. Ça fait. Oh man, ça fait. Là, ça va sortir la première de mai. Fait 4 mois en 2018. 4 mois en 2019. 12 mois en 2018. Puis on a commencé en octobre ou en novembre en 2017. Fait qu'on a 2 mois en 2017, 12 plus 4. Fait qu'on est à 12 plus 4 plus 2. On est à 18 mois que je fais un podcast à toutes les semaines. Sérieusement, je me rappelle pas. Même la semaine de Noël, j'avais shooté un épisode spécial, je me rappelle. Fait que je me rappelle pas la semaine où est-ce que j'ai pas fait un podcast. Là, on est rendu, je pense, à 70 genres qui sont sortis. Il y en a qui sont en cours de se faire éditer. Il y en a qui ont été retirés pour diverses raisons. Soit l'invité voulait pas que ça sorte. Il y a des disques durs. Il y a des disques durs qui ont sauté, qui ont coûté quand même, pas qui ont coûté cher, là, disques durs, c'est pas si dispendieux que ça, mais qui ont pris beaucoup de temps. Fait que j'ai perdu des épisodes, j'ai perdu des affaires. Fait qu'on les a pas toutes sortis, évidemment, mais on doit être dans les alentours de genre 80 podcasts, sérieusement, de filmer. C'est vraiment n'importe quoi dit comme ça, man. J'ai pas l'impression que ça fait 80 podcasts que je fais pantoute. Mais ça fait vraiment beaucoup de podcasts que je sors. Puis, tu sais, Day One, là, la première journée, quand j'ai lancé l'idée du podcast, je m'étais dit, fuck, man, ça serait vraiment nice de faire un podcast sur la meal prep. Ça serait vraiment nice de faire un podcast sur quelque chose de vraiment. Tu sais, vous le savez un peu, si vous suivez un peu le contenu plus personnel que je fais, qui n'est pas juste les podcasts, où est-ce que j'essaie tout le temps d'aller à la base, puis j'essaie d'aller sur les trucs qui te permettent de bâtir des choses, tu sais, parce que il y a tellement beaucoup de monde en fitness qui vont rester collés sur les petits détails en haut, qui vont rester collés dans le fond sur toutes les. On peut pas nécessairement appeler ça des détails, là, parce que quand même une certaine partie de la population pour qui ça bénéficie. Tu sais, si tu as des habitudes alimentaires ancrées solides, une meal prep solide, si tu es habitué de contrôler tes apports, si tu es habitué, tu es capable d'estimer tes portions, si tu as tous les autres skills-là de développer, ça fait peut-être du sens de commencer à jouer avec ton timing alimentaire. Ça fait peut-être du sens de commencer à jouer avec des périodes de jeûne. Ça fait peut-être du sens de jouer avec certains ratios précis de macronutriments. Ça fait peut-être du sens d'essayer de plugger tes carbs à un moment spécifique dans la journée. Tu sais, c'est peut-être des choses qui sont importantes. Mais ces détails-là font du sens uniquement dans l'optique où est-ce que la base est en place, tu sais. Parce que si tu n'as rien sur lequel ancrer tous ces détails-là, ben man, ta pyramide, elle va juste chier. Tu sais, ta pyramide, elle va juste s'effondrer. Puis, en nutrition, je pense vraiment que c'est. Je veux dire, man, ça fait. Fuck, man, ça fait. Tu sais, ça fait 10 ans que je coach de manière professionnelle, quelque chose comme ça. J'ai pas toujours à temps plein au début, là, mais tu sais, ça fait peut-être 7 ou 8 ans que c'est ma vocation vraiment principale, tu sais. Puis j'ai quand même vu pas mal de monde dans ces années-là, quand même un peu. Puis en alimentation, man, c'est toujours les mêmes détails, tu sais. Le monde rentre, puis se pose des questions sur leur microbiote, pense que leur métabolisme est lent, ou tu sais, ils te posent des questions sur des affaires comme ça parce que c'est ces détails-là qui sont mis de l'avant sur les réseaux sociaux, c'est ces détails-là que les gens ont de l'information dessus, tu sais. Puis c'est un énorme problème parce que c'est pas c'est pas des choses. Bon, je voulais pas tomber là-dedans, ça commence pas bien les podcasts solo. C'est un énorme problème parce que souvent les gens vont mettre le focus sur les trucs qu'ils contrôlent pas. Puis qui vont mettre comme si c'était responsable de ça. Tu sais, je perds pas de poids parce que mon métabolisme est lent. Alright, fine, man. Mais si vraiment tu as un métabolisme lent, tu serais un cas. Je t'invite fortement à te déplacer à. C'est-tu à McGill qui ont encore un labo de ça? Ouais, en tout cas, on est tout seul, on va jaser anyway. Là, ceux qui m'aiment pas et qui sont pas là pour les podcasts anyway, ben, ils ont longtemps raccroché quand ils ont vu que j'étais tout seul. Là. Mais
Il y a 2 laboratoires, genre, au Québec, qui faisaient de l'analyse de métabolisme, en fait, où est-ce qu'on mesure le métabolisme d'une personne. On appelle ça de la calorimétrie, pardon. Puis dans le fond, c'est des chambres où est-ce que on couche quelqu'un, on lui met une espèce de... C'est un genre de cône, man, qu'on lui met sur la tête qui compte les échanges gazeux. Puis avec ça, la personne est couchée là, elle reste une période relativement longue dans ce genre de sarcophage-là, avec son cône sur la tête, tu sais. Elle reste dans cette espèce d'accoutrement-là pendant un certain temps. Avec ça, on mesure les échanges de chaleur, puis on est capable d'estimer à peu près de quoi a l'air le métabolisme de la personne, tu sais. Puis au Québec, il y a comme 2 laboratoires au Québec, au grand complet, man, qui avaient des trucs pour mesurer cette affaire-là, qui faisaient de la calorimétrie. Puis, ça n'a jamais été mesuré dans toutes les expériences qu'ils ont faites, quelqu'un qui n'avait pas le métabolisme qu'il devrait avoir. Fait que si toi, tu penses que tu as un métabolisme lent, puis que tu commences à avoir des interventions hormonales ou tu commences à utiliser certains aliments qui vont supposément avoir un effet sur ta glycémie ou sur whatever, ben, t'es peut-être pas en train de mettre ton énergie à la bonne place parce que c'est hautement improbable que tu aies un problème avec ta glycémie vraiment mesuré. C'est hautement improbable que tu aies un réel problème avec ton métabolisme. Tu sais. Puis les gens arrivent avec ces informations-là. Man, dans ton bureau, ils s'assoient puis ils veulent que tu leur montres des protocoles de glycémie, genre via leur alimentation, parce que c'est juste ces informations-là qu'ils ont entendues. Tu sais. Puis je comprends. Je comprends sincèrement que la façon même que les médias sociaux sont faits, dépendant du média, là, évidemment, là, mettons qu'on prend les gros Facebook, Instagram, ben, c'est des médias qui fonctionnent sur l'interaction. En d'autres mots, ton post, il meurt quand les gens interagissent pas avec, soit qu'ils cliquent pas sur j'aime, soit qu'ils commentent pas, soit qu'ils partagent pas. Ça fait vraiment une grosse différence. Puis, par défaut, ce que les gens ont tendance à cliquer dessus ou à partager ou à interagir avec, c'est des trucs qui font un petit peu plus appel au sensationnalisme, tu sais, dans le sens que ces affaires-là que les gens vont cliquer, ces affaires-là que les gens vont partager, puis je sais pas si on peut appeler ça une lacune, là, c'est juste un côté. Puis en même temps, c'est correct, là, je veux dire, je comprends que les médias sociaux sont faits pour être plus sur une base de divertissement, là, je comprends ça, là. Mais tu sais, je pense que cette programmation-là ou cette prémisse-là, on peut appeler ça comme vous voulez, tu sais, que cette prémisse-là, elle va amener les gens à... Les créateurs de contenu, définitivement, à créer des trucs qui vont être plus clickbait, à créer des trucs qui vont plus être flancy, qui vont plus flasher, tu sais. Puis tout ce qui est hormonal, tout ce qui est ces trucs-là, ben c'est très, très sexy, là, tu sais. Ça flash, c'est très compliqué. Puis si vous avez jamais parlé à un endocrinologue ou si vous avez jamais parlé à quelqu'un... J'ai eu la chance d'avoir des gars qui mesurent qui font des taux de cortisol ou qui font des dosages hormonaux dans mon entourage immédiat, dans le monde de la recherche, tu sais, puis man, ces gars-là, quand ils te parlent d'hormones, ils sont tellement pas sûrs, là. C'est tellement fucking compliqué, ce sujet-là, là. Vous avez aucune idée, puis là, t'as un dude de ces réseaux sociaux qui fait un post sur T3 ou T4 puis qui prétend avoir compris comment ça marche, tu sais. Tandis que les grands esprits puis les gars qui font réellement de la recherche là-dessus, tu sais, puis qui passent leur vie, man, leur fucking vie à essayer de comprendre ça, sont les premiers à dire qu'ils connaissent fuck all rien, tu sais. Fait que, petite une parenthèse, pas tant rapport avec le sujet du podcast pour dire que c'est tout le temps ces détails-là, man, qui sont mis de l'avant dans le monde de l'alimentation. Puis, à la base, dans Momentum, quand j'ai commencé à mettre du contenu, j'étais tout le temps en lien avec l'alimentation, puis je me rendais pas compte pourquoi. Puis, ça m'a pris vraiment du temps à me rendre compte que c'est des trucs qui me font chier, c'est des trucs qui viennent me chercher parce que la majorité des gens arrivent avec ces informations-là, mais ils n'ont jamais vraiment appris à cuisiner. Ils n'ont jamais appris à avoir une certaine structure dans leur alimentation, tu sais. Puis c'est un problème, puis c'est un gros problème parce que pour plusieurs raisons qu'on va jaser après sur justement l'importance de la meal prep puis pourquoi c'est important de le faire, tu sais. Parce que c'est vraiment quelque chose qui est, somme toute, en ton contrôle, tu sais, de contrôler des affaires, d'avoir une certaine structure, puis c'est beaucoup, beaucoup plus dur à faire. En fait, on prend n'importe quel exemple, prends un bodybuilder en compétition, qui sont... Puis vous devriez pas, là, puis le monde font tout ça, puis le monde se font mettre sur des plans d'athlètes de fitness pour perdre du gras ou des plans d'athlètes de fitness pour s'entraîner, ce qui est totalement retardé si t'es pas un athlète de fitness. Puis c'est donc logique fucking dit comme ça, tu sais. C'est genre, ah mon dieu, je suis pas un athlète de fitness, je vais aller voir un entraîneur de bodybuilding pour qu'il me fasse perdre du poids, mais t'es comme, ouais. Puis c'est pas pour dire qu'ils font tout ça. Il y a beaucoup d'entraîneurs de bodybuilding qui prennent en compte que, que la méthode pour amener quelqu'un sur le stage, puis que la méthode pour travailler avec
Martine qui a 3 enfants, qui joue au soccer, que la fin de semaine, c'est chaotique, court partout, qu'elle a la misère à prendre son temps pour elle pour s'entraîner parce que son kid a une pratique de hockey puis tout, que la réalité de la fille qui monte sur le stage puis que la mère de famille sont pas nécessairement la même, tu sais. Fait que c'est un gros problème, mais si on prend juste cet exemple-là, qu'on prend les bodybuilders comme étant des artistes, la perte de poids, man, qui sont les gars qui poussent ça le plus loin possible, qui sont, selon moi, pas mal ce qu'ils sont, tu sais. Ils vont contrôler leurs apports au moindre détail près, puis ça va quasiment toujours passer par cuisiner tout ce qui rentre dans ta bouche, tu sais, puis c'est un gros problème souvent parce que les gens qui font des diètes avec cette frame-là, qui est plus bodybuilding, mais ça va exclure toute la partie sociale, tu sais, dans le sens que si tu vas faire une compétition de bodybuilding, man, faut que tu sois prêt à sacrifier ta vie sociale, tu sais, faut que tu sois prêt à plus te pointer au resto ou être le gars qui se pointe au resto avec son Tupperware, ce qui est une solution qui est juste zéro maintenable pour la majorité des gens. Là. Puis c'est la première chose qu'ils vont faire. Ils vont commencer à cuisiner tout leur repas parce que ça leur donne un contrôle, parce que ça leur donne une structure. Puis je pense, sincèrement, là, j'ai pas de données, j'ai pas de chiffres. La majorité que j'assume, je peux tout le temps les baquer normalement. Là. Mais je pense sincèrement que. Pardon. Je pense sincèrement qu'il y a beaucoup de monde qui font des diètes X, qui font du jeûne intermittent, qui font keto, qui est. Keto, man, je comprends pas pourquoi c'est pas mort encore, sérieusement. Ça a dépassé le lifespan normal des diètes. Ça devrait commencer à mourir, puis man, ça continue à rester. Mais bref, ça, c'est une autre, ça, c'est une autre parenthèse qui est peut-être un petit peu moins en lien avec le sujet du podcast ici aujourd'hui. Là. Mais tu sais, où qui passe d'une diète keto à absolument rien, avec aucune structure, aucune base alimentaire, aucune notion de comment est-ce que je peux m'établir un certain plan d'attaque, tu sais, à je suis quelque chose d'hyper restrictif, une diète céto, où est-ce que j'exclus quasiment, quasiment de manière totale un des 3 macronutriments, où est-ce que j'exclus, tu sais, le tiers. Il y a 3 sources d'énergie possibles. Ben, on ne tombera pas là-dedans, il y en a plusieurs, mais bref, il y a 3 sources d'énergie principales, mettons, appelons ça comme ça. Je peux te dire principales? Parce que les autres doivent être convertis en ah fuck off, man. En tout cas, t'as 3 macronutriments, disons-le comme ça. T'as 3 macronutriments principaux, tu sais, puis tu vas en exclure un des 3, man. Fait que c'est assez safe de dire que c'est relativement restrictif. Tu sais, tu viens d'ôter genre 33% là, d'un coup. Là. Puis je pense sérieusement que la majorité des résultats de ces gens-là ne viennent pas tant du fait qu'ils ont suivi Ceto, qui viennent pas tant du fait qu'ils ont suivi Atkins ou qu'ils ont suivi une diète. Moi, je pense que la majorité des résultats viennent du fait qu'ils sont passés de aucune fucking structure à une structure hyper restrictive, mais une structure pareille, tu sais, quelque chose qui te donne dans une direction, puis qui t'amène dans une direction. Puis je pense sincèrement que c'est ça l'impact profond de la meal prep, de le prendre le temps de cuisiner ses affaires. Je pense que c'est un. Je suis une drama queen, je m'excuse, je vais le dire à ma manière, mais je pense que c'est un cri à l'univers de je vais là, je fais ça, tu sais. Puis il y a beaucoup de monde qui se font mettre sur des plans alimentaires qui ont des connaissances en cuisine assez. Tu sais, il faut quand même être réaliste, là, tu sais, l'activité physique n'est pas encouragée dans l'environnement dans lequel on est. C'est, à moins que tu sois en ville direct, puis même à ça, ça diminue un peu. Là. C'est de plus en plus difficile d'être actif dans ton quotidien. Tu sais. Puis l'alimentation, si on évolue aussi, ça devient de plus en plus pas difficile nécessairement. Là. J'ai pas les chiffres là-dessus, j'ai pas ça. T'sais. Probablement que la vie va plus vite, probablement que les gens ont plus d'occupation, tout. Probablement qu'il y a d'autres éléments. Mais reste que c'est de plus en plus accessible de se tourner vers. Mais en fait, la bouffe est très accessible. Là, tu pourrais facilement te ramasser. Tu pourrais facilement faire un tour d'auto de 5 minutes puis te ramasser avec 30-40 000 calories. Là, ça serait pas un problème, là, dans le sens que même pas à l'épicerie. Il y a tellement plein de restos de malbouffe qui pop partout, puis tellement plein d'aliments qui sont très très riches en calories, mais qui sont vraiment très très pauvres en nutriments. Fait que ça devient très très facile de te promener puis d'aller chercher des calories à mourir dans ton environnement, tu sais. Puis je pense que, ben je pense en fait, c'est assez validé, là, mais tu sais, évidemment, le fait que cet environnement-là a un effet négatif sur que c'est facile de tendre vers des aliments qui ont beaucoup de calories, pas tant de nutriments, mais évidemment, ça fait que les gens ont tendance à prendre du poids, puis que la société nous pousse là-dedans en raison que c'est accessible, c'est facile. Fait que l'idée de cuisiner chez toi, ça devient de moins en moins attrayant, ça devient de moins en moins difficile, puis c'est des skills qui sont perdus, tu sais. J'avais une conversation avec Maxime Saint-Onge, Dr. Ken, qui est... je sais pas pourquoi je dis juste tout le temps Dr. Ken, je sais pas si le monde ne connaisse plus Maxime Saint-Onge, Dr. Ken. En tout cas, bref. J'avais une conversation avec Maxime, Dr. Ken, puis ça me faisait penser, il parlait de sa mère, tu sais, qui disait qu'il était capable à peu près d'estimer, genre, tu sais, qu'il allait te dire qu'est-ce que ça ressemble
une quantité X de riz. Elle va te dire c'est quoi un tiers de tasse de riz de même à peu près à l'œil, tu sais. Puis je pensais à ma mère aussi qui cuisine quand même pas mal, capable d'estimer des portions de cuisine vraiment facilement. Puis la majorité des gens, quand moi je les vois, oups, donne un petit coup sur le micro. Puis la majorité des gens, quand moi je les vois euh, en consultation, il faut qu'on se trouve un langage commun. Il faut qu'on se trouve une façon d'estimer les portions, d'estimer nos apports, parce qu'à la base, c'est des trucs qui viennent de la fucking cuisine. D'être capable de dire, OK, je veux un tiers de tasse de riz, je veux 2 tasses de légumes, whatever. Si tu cuisines pas, t'as pas la notion de mesure, t'as pas la notion de quantité, tu sais. Fait que c'est un gros affaire qui est très, très limitant. Les gens arrivent puis font, tu dis, OK, man, on va manger. Puis même, je tombe-tu dans cette parenthèse-là, je suis parti sur autre chose. Puis tu sais, même dans le guide alimentaire canadien, il y a beaucoup de monde qui bitch en disant genre que le guide alimentaire canadien, c'est donc de la merde, ça sert à rien, ça encourage la maladie ou whatever the fuck que le monde dise que ça fait. Là. Puis tu sais, la majorité des gens ont aucune idée à quoi ça ressemble réellement une portion du guide alimentaire canadien, mais ils savent qu'il y a trop de portions de produits céréaliers, tu sais. Fait que c'est un gros problème parce que les gens sont pas capables d'estimer réellement leurs apports. Puis évidemment, ça se rétricote avec l'idée que je vous parlais tantôt, qui est l'idée que les gens n'ont pas tant de structure alimentaire. Fait que je pense sincèrement que pour la majorité des gens, puis c'est pas juste une question de perte de gras, c'est vraiment pas juste ça. C'est prendre la masse musculaire si tu manges pas une grande quantité de légumes. Bonne chance, tu sais. Puis man, c'est l'élément. Je sais que c'est comme humain, que c'est tribal, que genre, on a un désir ancré en nous, les humains, tu sais, de faire des clans, là, tu sais, de faire, eux autres sont corrects, eux autres sont pas corrects, ça c'est le bien, ça c'est le mal, nous autres on a raison, vous avez tort, nous autres on a keto, nous autres on est keto, vous autres vous êtes plein de gens qui vont vous tuer avec des glucides parce que, je sais plus sérieusement c'est quoi l'argument, tu sais, la thèse de l'insuline a tellement été démolie 15 fois, je sais pas comment les gars font pour continuer de la repluguer, là. Mais souvent c'est cette idée-là, là, c'est cette idée-là qu'il y a un effet sur la glycémie, fait que t'es mauvais parce que on a défait ta théorie, mais toi t'as raison, puis t'as tort, puis nous autres on a raison, keto, whatever the fuck que l'argument est. Puis j'ai complètement j'ai complètement oublié mon idée avec cette rant-là sur keto. Mais tu sais, ouais, c'était le désir de faire des cas, c'est ça, je l'ai. Puis je comprends que c'est vraiment humain de faire genre, OK, nous autres on a raison, vous autres vous avez tort. Mais avant même de débattre de qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui est moins bon, qu'est-ce qui est pire, qu'est-ce qui est négatif, on peut-tu juste regarder qu'est-ce qui est commun à toutes les approches, man? C'est quoi? Y a-tu des éléments qui sont communs à toutes? Je veux dire, tu perds du gras, évidemment, peu importe la diète que tu as, il va falloir qu'elle te fasse faire un déficit énergétique. Peu importe c'est quoi ton approche. S'il y a plus de calories qui rentrent que ce qui sortent, ça ne marchera pas, tu sais. Fait que, puis c'est très très facile d'utiliser certaines approches plus faibles en sucre, puis de jacker ses glucides, puis de jacker ses calories totales, là, c'est très facile, là. Mais le point que j'essaie de vous amener, c'est que il y a des trucs communs, man, à chaque type de diète, à chaque affaire. Puis c'est toujours, qu'on parle des recommandations gouvernementales, qu'on parle de CETO, qu'on parle de Atkins, qu'on parle de paléo, c'est toujours une augmentation de la quantité de fruits et légumes. Toujours. Ça, c'est le paramètre de base que les gens n'ont pas. Fait que là, on commence à débattre de c'est quoi les meilleurs détails pour optimiser. J'avais de mettre à avoir un peu de pyramide puis de base au début. Mais c'est cette idée-là, man, c'est que si tu n'as pas une grosse consommation de fruits et légumes, puis là, moi, j'ai fait une étude là-dessus, fait que j'ai mes données à moi que, évidemment, au moment où est-ce que je suis en train de vous dire, j'ai complètement oublié c'était quoi. Mais tu sais, de mémoire, là, dans l'étude que moi j'avais faite, qui était quand même une grosse étude, là, on avait genre 2500 participants qui étaient âgés entre 18 et 65 ans, fait que c'est quand même une population assez diverse, là. Puis, je pense que c'était 88% des gens qui n'atteignaient pas les recommandations minimales du guide alimentaire canadien en fruits et légumes, tu sais. Fait que, puis à l'époque, les jus rentraient là-dedans dans ces recommandations-là. Fait que nous autres, on utilisait ce frame-là, fait qu'on n'avait pas le choix de les rentrer, tu sais. Mais le fait reste que, tu sais, incluant avec les jus qui comptaient comme des portions de fruits, t'avais l'écrasante fucking majorité des gens qui atteignaient pas ces bases-là, man, qui atteignaient pas ces affaires-là. Fait que ça, c'est une base qui devrait être tout le temps mise de l'avant, peu importe ce que tu fais, peu importe c'est quoi ton objectif, que tu prennes la masse, que tu perdes du gras, que tu essaies d'être un meilleur crossfitter, tu as besoin des micronutriments, tu as besoin de toutes les bonnes choses pour toi qui sont dans les fruits et légumes. Fait que ces trucs-là, c'est vraiment, vraiment important. Puis le deuxième point qui est en lien avec toutes les fucking recommandations gouvernementales, qu'on parle encore une fois des recommandations, pas des recommandations gouvernementales, mais des recommandations alimentaires, que ce soit des diètes, que ce soit les recommandations de l'OMS, c'est de diminuer la quantité d'aliments transformés qui rentrent dans ta bouche. Fait que tu sais, comment tu fais ça, les deux points que j'ai parlé? Tu cuisines fucking plus. Fait que
j'essaie de vous vendre l'idée, puis c'est un peu con, tu sais, que je suis en train d'essayer de vous vendre l'importance de cuisiner. Mais je vous dirais qu'avec les clients que je vois, c'est vraiment, vraiment, c'est tout le temps la chose qui manque. Tu sais, les gens n'ont pas de structure alimentaire pantoute, puis ils ne cuisinent pas. Fait que juste de patcher ces deux affaires-là, tu règles tellement des problèmes. J'ai une fille qui, je ne commencerai pas à nommer des clients, on s'entend, je n'ai pas le droit de faire ça, mais tu sais, j'ai une fille que j'espère que tu te reconnais à ce que je dis ça parce que je sais que tu écoutes les podcasts. Je suis vraiment fucking fier de toi parce qu'elle est rentrée, puis elle s'était mis comme à pleurer, elle s'est vraiment mis à pleurer dans mon bureau, puis en passant, c'est vraiment pas si rare que ça. Puis elle s'est vraiment mis à pleurer dans mon bureau, tu sais, euh, à cause qu'elle était tannée de son physique, qu'elle était tannée de pas se sentir bien, puis man, elle a tellement mis d'efforts conscients, elle a tellement essayé de bâtir des affaires qui passaient juste par rentrer des fruits et légumes, puis elle aimait pas ça cuisiner, elle faisait des efforts, puis tu vois qu'elle rush, la petite, pas la petite, là, elle est pas si jeune que ça, là, mais tu vois qu'elle rush, puis qu'elle essaye vraiment fort, puis juste de travailler sa capacité à cuisiner, juste de rentrer consciemment des fruits ou légumes, des fruits, même pas tant des légumes au début, c'était juste des fruits qu'on rentrait au début, juste d'essayer de rentrer des fruits, puis de rentrer des affaires comme ça, en son moment, ça l'a fait choper de 20 livres, là, tu sais, fait que sérieux, je devrais pas avoir à vous convaincre de l'importance, chopper par chopper pour les Français qui écoutent, parce qu'il y en a quand même quelques-uns, vous ne pouvez pas comprendre ce que je veux dire. On lui a fait perdre 20 livres, dans le fond, juste en lui disant de manger plus de fruits et légumes. Fait que, avez-vous la moindre idée à quel point, moi, quand quelqu'un comme ça vient me voir dans mon bureau, à quel point je me sens comme un escroc, tu sais. Cette personne-là, elle vient pour des recommandations alimentaires, elle vient pour un plan, elle vient pour quelque chose, puis elle leur part en se disant, tu vas me manger tant de fruits et légumes tous les jours, tu sais. Fait que c'est con que je me fasse payer à faire ça, mais c'est vraiment pas rare que c'est ce qui arrive. Fait que c'est vraiment, vraiment important, sérieusement, que vous compreniez l'importance de ça. Puis je pense qu'il y a quand même beaucoup de monde qui vient du CrossFit, qui écoute le podcast, puis il n'y a pas tant de monde qui sont compétitifs. Il y a beaucoup de monde qui se font par un intérêt. Ben, tu sais, beaucoup de monde sont compétitifs quand même, mais tu sais, pas d'athlètes niveau mondial, je pense. En tout cas, ça serait hot. S'il y en a, manifestez-vous. Mais il n'y a pas de monde que leur vie, c'est la compétition. Il y a beaucoup de monde qui écoute que leur vie se passe à l'extérieur du gym, puis que le gym, c'est juste une manière d'optimiser ta vie à l'intérieur, tu sais. Puis, ça devrait même pas. La conversation devrait même pas tant être sur les suppléments pour vous. Oui, les suppléments peuvent être un outil intéressant, c'est clair. Je ne dis pas que c'en est un, mais tu sais, si tu prends du magnésium le soir avant de te coucher, puis puis que tu penses que tu es en carence de magnésium, ben ça serait important de te demander, OK, au lieu de juste chopper de manière inconsciente, chopper par avaler, je pense à vous les Français, je pense à vous. Au lieu juste d'avaler de manière inconsciente tes suppléments, ce serait peut-être bien que tu te demandes, OK, fine, pourquoi est-ce que je suis en carence de suppléments là ou en carence estimée, whatever. Là? Pourquoi est-ce que je pense que je suis en carence estimée? Parce que si tu regardes dans tes affaires, puis que tu te rends compte que, man, tu as vraiment, vraiment un effet hyper prononcé, tu te sens vraiment mieux avec une consommation de magnésium le soir ou whatever, ça serait peut-être intéressant que tu te demandes, OK, fine, j'ai peut-être possiblement une carence. Pourquoi j'ai une carence, tu sais? Puis là, si tu commences à regarder ta consommation de légumes verts, qui sont principalement où est-ce que le magnésium est, puis que tu n'en as pas, ben, évidemment que de consommer des greens, que de consommer du magnésium en pilule, whatever, ça va te faire du bien, tu sais, mais le fait reste que tu patches le problème, tu le règles absolument pas. Fait que ça touche à tout, sérieusement. Peu importe c'est quoi ton intérêt, je me fous de c'est quoi ton intérêt. Ben, je m'en fous pas, en fait, ça m'intéresse de savoir ce que tu fais. Mais dans le cadre de ça, la raison pour laquelle tu t'entraînes, la raison pour laquelle tu structures ton alimentation, c'est vraiment pas important. Ce qui est vraiment fucking important de comprendre, c'est à quel point c'est crucial comme habitude, tu sais. Puis il y a 3-4 ans, je me rappelle, je me disais, ah man, puis j'ai même des clients qui, quand on leur dit ça, leur réponse, c'est genre, ah ben tu sais, dans ce cas-là, je vais juste m'abonner à Nutrition Fit Plus ou n'importe quoi, qui sont peut-être des solutions intéressantes, là, c'est pas ça que je dis, là. Mais tu sais, je me rappelle, man, il y a 3-4 ans, je me disais, ah man, ça serait tellement plus facile toute cette histoire, parce que il y a 3-4 ans, mon père est cuisinier. Mon père est cuisinier dans la vie, fait que j'ai jamais cuisiné, ou presque. Je pense que c'est quand même typique de beaucoup de monde de ma génération, mais tu sais, j'ai jamais vraiment eu à cuisiner de zéro, I guess, de zéro à un moment où est-ce que je me suis ramassé en appartement tout seul à Trois-Rivières, qui était 17 ans, si je me trompe pas. Puis à 17 ans, c'est vraiment là que tu fais OK, shit, hit the fan. T'es pas capable de couper un légume, t'as jamais appris à faire ces affaires-là parce que comme mon père était cuisinier, ben, c'était toujours lui qui cuisinait tout chez moi. Puis il y a un restaurant aussi, fait que souvent ce qu'on mangeait, c'était la bouffe du resto qu'il y avait, tu sais.
ou ce qui restait. Fait que j'ai jamais eu vraiment à cuisiner. Puis c'est vraiment à 17-18 ans que tout a frappé. Puis c'est là que j'étais vraiment conscient de mon alimentation. J'essayais de faire des efforts pour améliorer ça. Puis tu sais, je me disais, ah man, tout serait tellement fucking plus facile si j'avais juste une commandite de Nutrition Fit Plus. J'avais une commandite, ben pas une commandite parce que j'avais pas assez d'argent pour. Je faisais vraiment rien d'impressionnant pour me mériter une commandite dans ce temps-là. Mais si j'avais, mettons, accès à des repas déjà préparés, vraiment pas chers, ça structurait tellement tout. Puis par le plus curieux des hasards, j'ai eu accès à une commandite de repas préparés dans les dernières années avec le podcast, puis tout. Puis avec Momentum à jouer quand ça a commencé à lever un peu. Puis ça a tellement rien fucking réglé, dans le sens que t'as juste des repas déjà faits dans ton frigo. En fait, souvent, faut que tu cales à la batch, tu sais, t'as pas le choix, là, parce que ça coûte cher quand tu cales des petites quantités. Fait que souvent, tu cales une batch, après ça, tu stockes ça dans ton congélateur. Fait que t'es juste pogné avec la très bonne bouffe, là, je veux dire. Les gars de Nutrition Fit Plus, si vous écoutez, je suis un gros fan de ce que vous faites. Je pense vraiment que c'est vraiment excellent, puis c'est vraiment très bon. Mais le fait reste que t'as juste plein de bouffe dans ton frigo, puis oui, ça peut être une solution de patchage, mais il y a quelque chose de beaucoup, beaucoup plus profond avec la nourriture qui est ce que tu manges, tu sais. Puis à moins que tu sois un athlète de haut niveau, que ce soit ta job de structurer ton alimentation dans cette direction-là, puis hey man, c'est awesome si c'est ton cas, si t'es heureux là-dedans, c'est juste ça qui compte. Mais à moins que tu sois vraiment un athlète de haut niveau, puis ta vie, c'est de structurer ton alimentation là-dedans, tu seras pas capable, si t'es monsieur, madame, tout le monde, si t'es Mélanie que j'ai nommé tantôt, je m'en rappelle plus son nom en tout cas, ou la maman que j'ai donné un exemple tantôt, que ta vie se passe à l'extérieur du gym, que ta vie est plus grande. Il y a une connexion à aller chercher avec la nourriture qui est super importante. T'as tendance, ça devient juste des trucs qui sont accessibles. Ça n'a pas réglé le problème qui est tu cuisinais pas avant. Fait que oui, ça peut aider. Oui, ça peut être une solution de dépannage d'avoir des repas déjà préparés. Je vous dis pas que ça peut pas être intéressant, mais le problème, c'est que si tu comptes juste là-dessus, tu règles pas le problème encore une fois. C'est la même métaphore que tantôt avec les pilules et magnésium. Fait que c'est important. Je suis encore dans mon explication. Fuck, man, ça fait 30 minutes que le podcast est parti et j'ai même pas parlé du sujet encore. Fait que c'est vraiment, vraiment important, sérieusement. J'arrête, là. J'arrête d'essayer de vous convaincre et de compter des affaires. Mais ça me fait. Je vous ai fait une intro de 30 minutes, sérieux, juste pour vous dire à quel point c'est fucking important de prendre l'habitude de cuisiner puis de prendre l'habitude d'avoir de la meal prep. C'est vraiment, vraiment crucial, ok? Fait que j'arrête toute ma belle histoire là, puis je finis peut-être avec les repas préparés. Ça règle pas de problème. Ça peut vous aider, ça peut être un outil intéressant, mais il faut vous cuisiner de votre bord pareil parce que sinon, c'est pas long que tu te tardes à manger des repas où tu fais décongeler puis tout. Là. Fait que, à moins que tu aies les moyens de t'acheter un chef, ce qui règle le problème encore une fois, ce qui n'est pas le cas de la majorité des gens, c'est pas une solution viable. La solution viable pour 99% de la population, c'est juste de fucking cuisiner plus, ok? Puis, fun fact, là, je m'étais dit que c'était pas un podcast qui allait être long, juste pour une raison très simple. En fait, je veux pas que ça soit long, je veux que ça soit. J'ai pas réussi ma mission, je veux pas que ça soit long, je veux que ça soit simple, je veux que ça soit accessible. Je veux que les gens comprennent, ok man, I can fucking do this, là, c'est pas compliqué, c'est quelque chose qui va avoir des gros bénéfices, puis j'ai eu tellement d'annulations avec des cuisiniers puis avec des gens qui sont connus pour. J'ai fait le tour sérieusement pour avoir quelqu'un pour la meal prep. Là. J'ai vraiment, vraiment essayé fort. Là. Je pense que j'ai eu 4 annulations juste pour ce podcast-là. Puis on se rappelle que c'était un de mes premiers podcasts que je voulais aller chercher. Là. Il y a genre 80 épisodes. Là. Il y a 80 semaines. Là. Fait que tu sais, j'étais vraiment tanné. Fait que j'ai dit, OK, moi je vais le faire. J'ai pas la prétention d'être le meilleur cuisinier. C'est absolument pas le cas. Je décourage beaucoup de mes fréquentations, beaucoup de mes ex, beaucoup de mes blondes à cause que je goûte vraiment à rien. J'ai pas un si bon. J'ai vraiment pas un goût si développé. Je sais que ça se développe, là, mais j'ai jamais eu ce sens-là de t'en développer. J'ai pas la prétention d'être le meilleur cuisinier, j'ai pas la meilleure prétention d'être ça, mais je vais essayer de vous donner un background un peu ou des informations plus concrètes en tant que coach, en tant que personne qui essaie de vous donner une structure puis une direction. Puis monsieur, madame, tout le monde, whatever, ou même n'importe qui, que vous passez de quelqu'un à j'ai une cuisine pas tant, j'y vais pas mal easy going, tout, pas easy going, mais tu sais, j'y vais un peu au jour le jour. C'est important de le voir comme étant un changement de comportement first. Fait que c'est important de le voir comme étant, si tu cuisines un repas, 2 repas par semaine, ton but, c'est pas de préparer tes Tupperware à tous les lundis, puis après ça, de mettre ça dans le frigo, puis de manger ça religieusement comme un soldat, tu sais. Le gap à où est-ce que tu es par rapport à où est-ce que tu veux aller est juste vraiment trop gros. Fait que si tu es quelqu'un qui cuisine pas tant, la première affaire que tu dois faire, c'est le voir comme un changement de comportement. Fait que voir ça comme une nouvelle habitude que tu essaies de mettre en place. Fait qu'essaie de cuisiner un peu plus, OK? Que ça soit. Puis ça me fait capoter parce que des gens. Ça peut sonner mal, je m'excuse. Mais en tout cas, t'as tellement de monde en alimentation ou en nutrition qui arrive, puis tu sais,
qui veulent savoir, OK, c'est quoi le meilleur diète, c'est quoi la meilleure approche. Quand il y a beaucoup de monde, la réponse pour eux, c'est juste mange moins de marde, mange moins de cochonneries, mange plus de fruits et légumes, tu sais. Puis c'est un peu cette affaire-là, tu sais, faut que tu aies la gradation dans le sens que oui, tu as des gars qui sont là, qui font leur petit Tupperware, qui ont leur commandite, qui mangent tout le temps religieusement comme des soldats, mais c'est pas une réalité de la majorité d'entre nous, tu sais. Fait que c'est vraiment, vraiment important de comprendre ça, que si tu pars de « OK, je peux vraiment m'améliorer là-dedans », ta priorité, c'est pas de cuisiner tous tes fucking repas. Ta priorité, c'est d'en faire un ou deux de plus, puis d'essayer vraiment de mettre l'habitude en place. Fait que des fois, ça va être de... Puis c'est là qu'on va tomber peut-être dans les stratégies les plus... je vais essayer de garder le podcast un peu plus court, parce que je veux vraiment pas que ça soit long, là. Puis c'est là qu'on va tomber peut-être dans les stratégies plus concrètes, tu sais, genre une mijoteuse. Genre des trucs qui sont vraiment super simples. Les livres de recettes, c'est sûr qu'il y a... Je vais vous donner des ressources peut-être un peu plus à la fin pour ça, mais vous avez probablement tout un téléphone si vous êtes en train d'écouter ça. Faites juste googler là, un truc que moi je fais, puis que certains clients que j'ai aussi font, puis que ça semble avoir des résultats. C'est vraiment super simple. Juste tu prends ton téléphone, tu googles les légumes que tu as dans ton frigo. Si t'es comme moi, j'aime vraiment pas les trucs inefficaces dans la vie, j'aime pas le gaspillage, j'aime pas les trucs qui sont pas utilisés de manière optimale, tu sais. Fait que si t'as des trucs dans ton frigo, déjà, tu fais juste ouvrir, si t'as des restants, tu prends ce qui reste dans ton téléphone, carottes, brocoli, whatever, tu googles ça avec recette, puis tu prends la recette la plus facile. C'est sérieusement ma stratégie des 4 dernières années, genre. C'est pas mal ça que je fais tous les dimanches, c'est ça que j'essaie de faire. Il n'y a rien de magique à faire ça le dimanche. Je sais que la meal prep, c'est très populaire le dimanche. Peut-être quand tu as un horaire de travailleur plus conventionnel, genre tu travailles du lundi au vendredi, ouais, ça fait peut-être du sens de faire ça le dimanche parce que c'est plus mollo, c'est plus relax. Je te conseille fortement de cuisiner par batch, dans le sens que, à moins, surtout si tu n'as pas l'habitude de cuisiner beaucoup, c'est quand même quelque chose en termes de comportement, en termes de temps, qui va avoir un coût logistique, qui va avoir un coût de volonté, tu sais, à faire. Fait que je te suggère de faire ça toute d'une batch. Ça veut pas dire de cuisiner 15-20 repas de la shot parce que tu vas probablement te tanner, à moins que tu aies comme une relation avec la nourriture qui est différente de la majorité des gens. Tu vas probablement te tanner à juste manger tout le temps la même affaire. Peut-être faire 2-3 repas pareils, puis après ça, te remettre une autre plage dans la semaine pour cuisiner. Puis ça ne vraiment pas être parfait, là, tu sais, juste d'optimiser ton lundi à ton vendredi midi-ish, là. Pour la majorité des gens, ça va être bien parfait, puis d'aller plus mollo la fin de semaine, si tu as une horaire typique, là, évidemment, si tu n'as pas une horaire typique, ben, ça marche pas non plus, là. Mais juste de cuisiner par batch, une fois, si tu es vraiment impliqué, puis si tu es vraiment... si t'es vraiment enterré dans le monde du fitness, que t'aimes vraiment ça, puis que t'es prêt à, pas sacrifier, mais à structurer vraiment ta vie avec un plus haut coût. Une fois semaine où est-ce que tu cuisines tout, ça peut être une solution. Je dis pas que ça n'en est pas une, mais pour la majorité des gens, vous allez probablement besoin d'avoir une plus grande variété, d'avoir un plus grand plaisir avec votre nourriture, d'avoir une expérience qui est un peu plus grande. Fait que je vous encourage à le faire 2 petites batches ou même 3 petites batches si vous êtes vraiment motivé. Mais c'est important de voir ça comme un comportement. Fait que tu sais, voyez ça comme prévoir du temps. La priorité au début, c'est pas de faire le comportement parfaitement, c'est de commencer le comportement puis de le mettre en place, parce que ça fait absolument aucun sens d'essayer d'optimiser un comportement qui n'est pas là ou qui n'existe pas. Fait que ça, c'est la première affaire. Ce que vous voulez faire, c'est créer un moment pour être capable de faire ça. Selon vos goûts, selon vos trucs, ça ne va pas être parfait au début. Essayez pour votre bien-être, parce que vous êtes quelqu'un de merveilleux, parce que vous êtes quelqu'un de fucking awesome, essayez d'avoir au moins une portion de légumes à tous vos repas, puis une portion de protéines, que vous êtes végétarien, que vous êtes whatever. La majorité du temps, vous êtes capable de juste ouvrir votre téléphone, googler de quoi ça a l'air une portion de protéines si vous êtes végétarien, ou de googler une portion de protéines si vous êtes pas végétarien, en fait, c'est une diète plus conventionnelle, là. Ma cam, elle vient de fermer, fait qu'à partir de maintenant, c'est juste l'audio. Je vous dirais pour la majorité des gens, c'est vraiment, vraiment pas compliqué. On va parler d'à peu près un point. Pour la majorité des gens, je vous dirais quand on parle d'une portion, on va parler d'un point. Moi, avec mes clients, c'est comme ça que je l'estime à peu près, là. Fait que prends ton point en ce moment, on n'a pas tous le même point. Puis généralement, ton point est en lien avec ta physionomie, là. Si t'es plus grand, plus massif, tu vas avoir un plus grand point, évidemment. Fait un point, environ une portion de protéines. Un point égale environ une portion de légumes. Essaie d'avoir ça, somme toute, à tous tes repas. Okay? Puis je te jure, man, je te fucking jure que si à chaque repas que tu manges, tu as une portion de points, une portion de légumes, dans tous tes repas, tu vas avoir une augmentation significative. Puis même si tu es un homme, ça devrait être peut-être un peu plus, là, mais tu sais, partons avec la base. Là, je te jure que si tu as juste ça, dans tous tes repas, tu vas avoir une augmentation significative de whatever the fuck
que tu essaies de faire en ce moment dans ta vie, sérieusement. Fait que ça, je pense que c'est vraiment, vraiment important de comprendre cette base-là, juste ça. Fait que ça ramène à l'importance de cuisiner pour ça. Je vous dirais, évidemment, les options que vous avez, ça peut être juste de sortir vos trucs. L'option de la mijoteuse peut être super intéressante, évidemment, parce que là, il y a peut-être une composante plus humaine qui, à un moment donné, ça vient tannant de manger des trucs qui sont tout le temps, genre, je vais pas dire mouillés, mais des trucs qui sont tout le temps, genre, cuits dans du liquide. Fait qu'ils vont tout le temps avoir une espèce de teneur en liquide et qui vont être plus liquides, tu sais. Fait que ça peut être tannant, mais tu sais, une fois de temps en temps, je pense que c'est un bon outil. C'est relativement simple à utiliser. Tu sais, je veux dire, tu chopes tes affaires, tu coupes tes trucs, tu mets ça dans une mijoteuse, tu reviens dans 4-5 heures, tu sais. Fait que ça, c'est relativement simple. Sinon, c'est sûr que si vous essayez de cuisiner des légumes, si vous essayez d'intégrer plus de légumes, l'option la plus facile, c'est vraiment d'y aller avec des repas, pas la plus facile, mais tu sais, logistiquement, la moins difficile, mettons, c'est d'y aller avec des légumes qui sont déjà préparés, soit ce qu'ils vendent à l'épicerie. Puis je sais que c'est pas optimal en termes d'environnement, puis même en termes de fraîcheur, là, je suis très très conscient de ça. Mais si t'en manges pas, ce que tu veux, c'est pas ce qui est optimal. Ce que tu veux, c'est qu'est-ce qui va te faire progresser. Tu sais, si tu pars de zéro, fait essaie de limiter ça puis de limiter les obstacles potentiels à l'adoption du comportement. Fait que même des trucs congelés, ça peut être une super bonne option. En fait, des trucs congelés sont souvent plus riches en nutriments que des trucs qui ne sont pas congelés parce qu'ils ont été congelés directement à la cueillette des champs, tandis que à la cueillette du champ, pardon. Tandis que il y en a des légumes ou des fruits, whatever, souvent il faut que ce soit transporté, fait qu'ils ont le temps d'être exposés puis avant d'être réfrigérés puis tout. Fait que il y a une dégradation du nutriment là-dedans. Pas du nutriment, mais du légume, puis par conséquent des nutriments. Fait que ça peut être une super belle option. Fait que dans des sautés ou dans des affaires comme ça, c'est des recettes qui sont pas super compliquées, qui sont assez faciles de cuisiner en relativement grosse batch. Fait que tout ce qui est sauté, ça peut être une option intéressante. Tout ce qui est mijoteuse. Si vous tripez sur le riz, si vous tripez sur ces affaires-là, un rice cooker, ça peut être une. Ça a-tu un nom en français? En tout cas, googlez là, un rice cooker, là, si jamais vous ne savez pas c'est quoi. C'est un truc pour préparer du riz. Si jamais vous voulez mettre des carbs, des féculents là-dedans aussi, ça peut être intéressant pour optimiser les recettes. Fait que c'est toutes des façons d'optimiser le temps que vous passez pour limiter le temps en cuisine, mais avoir le plus de repas déjà préparés de fait possible. Ça peut être une option. Tout ce qui est sauté aussi, évidemment. Puis je vous dirais, c'est con, là, mais un truc que moi, j'essaie vraiment sérieusement beaucoup, beaucoup de mettre en place qui paraît vraiment, c'est con, mais c'est quand tu arrives de l'épicerie, prends pas le temps de faire autre chose. Prends pas le temps, fais pas juste mettre ça dans le frigo, sors tout, coupe tous tes fruits et légumes, prépare-les déjà d'avance parce que si tu fais juste tout foutre ça dans le frigo, probablement que ça va rester là puis que c'est pas optimal, tu sais. Fait que puis encore là, essaye-le. Ça se peut que ça marche pas pour toi. Ça se peut que tu sois plus responsable que moi, ce qui est le cas, je suis vraiment content pour toi. Mais un truc, moi, que je dois vraiment faire, c'est quand j'arrive de l'épicerie, il faut vraiment que tous mes trucs soient coupés, tout soit prêt parce que à partir du moment où est-ce que je m'assois, c'est fait, man, il n'y a plus rien à faire. Fait que ça peut être intéressant. Cuisine tes affaires, les légumes. Un autre petit truc qui est. Ouais, un autre petit truc, je veux dire. Ça peut le faire, là, mais c'est important d'essayer de développer un intérêt, puis je m'attends pas à ce qu'il y ait un amour, là, je m'attends pas à ce que les gens qui écoutent trippent à cuisiner puis aient du gros plaisir, mais ça peut vraiment être quelque chose de le fun, ça ne va pas être un fardeau, ça ne va pas être une lourdeur, puis c'est vraiment, vraiment triste, tu sais, en tant que société, qu'on ait perdu ça, qu'on ait perdu cette partie-là de nous, man, qui est vraiment pas, à la base, c'est pas un skill qui est compliqué à développer pour être relativement bon. Je vous dis pas pour être un chef ou pas pour être un expert là-dedans puis un maître là-dedans. Évidemment, tu sais, comme toute habileté, tu peux le pousser à un niveau. Tu peux le pousser à un niveau où est-ce que tu peux passer ta vie à essayer de maîtriser un aspect bien précis de ça. C'est pas ça que je vous dis. Mais tu sais, pour la majorité des gens, vous n'avez pas besoin de devenir des chefs. Vous avez besoin d'avoir des skills en cuisine qui sont good enough, tu sais. Puis juste de prendre le temps de le faire. Fait que vous devriez vraiment le voir comme ça, je pense. Vous devriez essayer de vous diriger vers ça plus que essayer de trouver la meilleure diète, plus que essayer de faire ça, parce que ça, c'est des habiletés sur lesquelles vous pouvez construire. Ça, c'est des trucs qui se retrouvent en bas de la pyramide, qui sont, je pense, beaucoup, beaucoup plus importants que, que sérieusement, là, genre 99,9% des informations qui circulent sur Internet, sur Facebook, sur les réseaux sociaux en termes de nutrition. Là. C'est sérieusement, man, je me fous de qu'est-ce que tu fais comme diète. Je me fous que tu sois un crossfitter, un haltérophile, un strongman, whatever. Si t'as pas une grosse consommation de légumes, puis là, les recommandations sont un petit peu différentes, là, mais en général, l'OMS recommande. Puis c'est relativement bas, je vous dirais, je connais des experts qui sont un peu plus bas que ça.
qui sont un peu plus hauts que ça. Là. On parle d'un 400 grammes de fruits et légumes par jour. Là. Faites juste vous amuser. C'est parce que, en fait, là, faites juste ça. Là. Retenez 2 affaires de ce podcast-là. Là, je vous dirais la première. Là, faites juste ça, OK? Comprenez qu'il faut vraiment vous manger plus de fruits et légumes puis que ça va passer par une augmentation de la cuisine. Vous n'aurez probablement pas le choix, sérieusement, parce que même si vous passez votre temps à acheter des trucs déjà faits, à un moment donné, vous allez vous tanner de ça. Fait que c'est pas une solution qui est viable dans le temps. Puis la deuxième, OK? Avant même de tomber dans des protocoles alimentaires précis, avant même de tomber dans des diètes précises, avant même de tomber dans des trucs hyper précis, prends une journée, amuse-toi, va t'acheter une balance au Walmart qui coûte genre 15$. Fais ça, puis fais juste mesurer de quoi ça va avoir l'air, 400 grammes, peser, c'est peser littéralement de ce que tu vas manger, fait que tu n'as pas besoin de virer fou avec ça, là, mais mesure 400 grammes de fruits et légumes. Dis-toi que c'est relativement, que c'est sécuritaire, mettons, comme recommandation. Que c'est pas particulièrement élevé, mais que pour la majorité des gens, ça ressemble probablement à ça. Puis mange 400 grammes de fruits et de légumes dans une journée. Puis rends-toi compte à quel point, si tu es dans le 90% de la population, puis ça se peut que ce soit pas ton cas, mais probablement que tu l'es, statistiquement parlant, rends-toi compte à quel point tu es probablement loin de ça, à quel point ça fait... Ah, dude. Puis là, je parle de toi comme si c'était différent, tu sais, mais c'est exactement la même affaire pour moi, tu sais, ça fait... Sérieusement, là. Puis faites-le plus que c'est une journée, parce que quand tu le fais sur une journée ou sur quelques jours, t'as toujours genre un effet de désirabilité sociale qui se fait, là. Je vous dirais, quand je fais faire des journaux alimentaires à mes clients, les 3 premiers jours sont toujours super beaux, puis après 4-5, c'est là que ça commence à se gâter un peu. Fait que peut-être le faire sur un peu plus long qu'une ou 2 journées, là. Tu sais, pèse tes fruits et légumes, puis note ta consommation, puis tu vas te rendre compte, man, à quel point on n'atteint pas ça, on est vraiment loin de ça, puis avant même de débattre de tous les petits fucking détails, à quel point ces bases-là, elles, doivent être optimisées, puis c'est vraiment, vraiment important qu'ils soient conscientes que ça, c'est probablement la lacune principale. C'est une métaphore que je faisais tout le temps avec mes clients dans les lives, puis tout, puis quand j'avais des questions en alimentation. Puis c'est pas pour dire que les autres détails sont pas importants, là. Je me suis fait comme une réputation. Il y a beaucoup de coachs qui... il y en a beaucoup. Je sais pas s'il y en a beaucoup, il y en a quelques-uns que je connais sur Internet qui m'aiment vraiment pas parce que je me suis comme fait brander, entre guillemets, comme le gars genre anti-hormones parce que je dis que les hormones, c'est comme pas si important que ça pour la majorité des gens, que c'est pas là qu'ils devraient mettre leur focus. Fait qu'il y a beaucoup de monde qui pense que je comprends pas comment ça marche les hormones, tu sais, puis que je sais pas c'est quoi. Puis c'est ça, ce que je vous dis, c'est pas que ça n'a pas d'impact. C'est pas ça que je vous dis. Ce que je vous dis, c'est que c'est important de vous rendre compte que avant de capoter sur les fucking fluctuations de ta glycémie, avant de capoter sur les fluctuations de ton cortisol, ça serait peut-être bien qu'on en regarde qu'est-ce qu'on sait réellement qui a un gros impact, comme ta consommation de fruits et légumes, par exemple, puis qu'on sait que l'écrasante majorité des gens n'atteignent pas. Avant même de tomber dans les petits détails qui peuvent peut-être changer de quoi selon certains contextes, parce que je vous shoot un exemple juste de même. Là. Juste un petit exemple d'hormones pour que. Il va falloir que j'arrête le podcast en pas long, mais bref. Je shoot juste un petit exemple d'hormone. Là, t'sais. Prenons une hormone qui est relativement simple, genre la gréline, qui est associée à la faim. Si tu te fies à ces coachs-là, tu vas dire OK, ça va diminuer ta gréline, ça va augmenter ta gréline, fait que ça va diminuer ta faim. Puis les gens vont voir, pas la gréline en soi, mais ils vont voir les hormones comme étant des messagers uniques, genre. Comme si une hormone, c'était ça, puis que ça fait une affaire, tu sais. Une hormone, man, c'est. Puis c'est une vision vraiment simpliste, puis vraiment, vraiment merdique, sérieux, du corps humain. Le corps humain, c'est pas ça fait ça, ou ça fait. C'est pas une chose en amène une autre. C'est pas A égale à B, là. C'est pas ça, là. C'est des réactions en chaîne, c'est des cascades, c'est des grosses affaires. Fait que ça a toujours un impact sur plusieurs affaires, puis l'impact, par exemple, de quelque chose de super simple, genre la gréline, qui est impliquée dans la faim, dans la satiété, ben, cet impact-là peut varier selon le contexte, dans le sens que l'hormone, elle va changer de rôle si elle est en présence de surplus calorique ou si elle est en présence de restrictions caloriques, ben, ça peut changer le rôle de l'hormone. Fait que c'est pas pour dire que c'est pas important, c'est pas pour dire que ces trucs-là ont pas un impact réel, mais c'est vraiment, vraiment important de comprendre que, bon Dieu de merde, c'est fucking compliqué, puis qu'il n'y a aucun monde dans lequel on est prêt, en tout cas à mon humble connaissance, il n'y a aucun monde dans lequel on est prêt à faire des protocoles cliniques là-dessus en ce moment. Là. Fait que tous les gars qui prétendent que ces affaires-là sont basées sur de la science ont de toute évidence jamais parlé aux scientifiques qui font réellement ces études-là. T'sais. Fait que c'est vraiment, vraiment important de comprendre ça. Tout ça pour dire, là je vais me perdre en détail, mais j'espère
j'espère sincèrement que je vous ai fait une job adéquate d'essayer de vous vendre l'idée de pourquoi vous devriez cuisiner plus. Je pense sérieux que s'il y a beaucoup de monde qui faisait juste respecter ce conseil-là ou faisait juste essayer d'intégrer ça tranquillement dans leur vie, gardez ça simple. Vous n'avez pas besoin d'un diplôme cuisinière. Essayez d'un diplôme culinaire. Essayez vraiment de mettre vos trucs importants en premier. Fait que légumes en premier, fruits en premier. Consommation de protéines en deuxième pour la majorité des gens, ça va être good enough. Faites juste focusser là-dessus. C'est pas pour dire que le reste n'est pas important, c'est pour dire que juste ces deux affaires-là, la majorité des gens, vous allez vous allez avoir de la job pour les prochaines années, vous en faites pas pour ça, là. Puis de garder ça simple, fait que ça veut pas dire de faire les choses parfaitement, ça peut être de prendre des trucs ou des viandes qui sont déjà marinées, ça peut être de prendre des fruits et des légumes qui sont déjà cuisinés, ça peut être de prendre des recettes hyper simples, ça peut être d'abuser de la mijoteuse. Gardez ça simple. Si vous n'êtes pas efficace dans le comportement en ce moment, la priorité, c'est de mettre le comportement en place, c'est pas d'essayer de parfaire le comportement qui n'est pas là. Fait que ça va être tout pour l'épisode du Momentum Show de cette semaine. Je vous laisse peut-être sur 3 petites ressources en cuisine que moi j'aime beaucoup en meal prep. La première, c'est mon boy, c'est mon friend, c'est mon nutritionniste en fait, c'est Steven Couture. Steven, il sort des recettes quand même assez fréquentes sur sa page, ça s'appelle Nutritionniste Sportif. Allez faire un tour, Puis Steven, contrairement à moi, Steven est un bon cuisinier, là, il cuisine quand même bien, puis il est quand même bon dans ces affaires-là. Fait que Steven, il sort quand même des bonnes recettes aussi. Des fois, il en sort pas tant. Steven, c'est pas un des gars qui a la plus grosse présence sociale, présence sur les médias sociaux, sur les médias sociaux en ce moment, mais son contenu est j'aime quand même beaucoup son contenu normalement. Fait qu'allez voir ça, Steven sort des recettes. Vous avez beaucoup de nutritionnistes aussi qui sont connus sur Internet comme étant des gars qui sortent des recettes. Fait qu'allez faire un tour là-dessus, c'est quand même vraiment intéressant. Deuxième recette que moi j'aime beaucoup, ils ont une grosse tendance low carb, sérieusement. C'est pas nécessairement un problème, mais vous voyez comment ça l'amène, là. C'est Fitman Cook sur Facebook, fait que Fitmencook ou sur n'importe quel autre média social, là, vous pouvez trouver médias sociaux. Je vais dire mon média social aujourd'hui. Ils sortent beaucoup de recettes que j'ai faites quand même beaucoup personnellement, que j'aime beaucoup. Des fois, ils ont des trucs un peu fuckés à cause qu'ils essaient de couper les carbs au maximum. Fait que ils vont comme y aller avec des recettes keto, des affaires de même. Perdez-vous pas dans ces détails-là, restez dans les bases, restez dans les trucs simples à faire, puis ça va être en masse. Mais les recettes sont normalement assez bonnes, puis assez simples à faire. Puis là, j'arrive pas à croire que je suis vraiment en train de plugger ça sur un podcast, man. Ça fait un peu capoter. Mais une ressource qui, moi, sérieux, man, je pourrais juste pas m'en passer, c'est Ricardo Cuisine au Québec, si vous connaissez. Ils font tellement des bonnes affaires tout le temps, là, tu sais. Fait que, regardez les recettes simples, regardez les sautés, regardez leurs affaires, puis ils font des trucs des fois qui sont vraiment nice, qui sont vraiment pas, souvent c'est écrit le niveau de complexité, là, qui sont vraiment pas si compliqués que ça, puis il y a vraiment pas beaucoup de recettes de Ricardo Cuisine, sérieusement que j'ai été déçu. Fait que checkez ça, prenez le temps de vous informer, prenez le temps d'essayer de mettre ça en place, c'est vraiment, comprenez sincèrement, puis je pense que ça fait 20 fois que je le dis, mais c'est important de comprendre que c'est un truc qui a un impact majeur, hyper important sur peu importe quoi vos objectifs d'entraînement. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment crucial de comprendre ça. Fait que cet épisode du Momentum Show vous était présenté par Strong Coffee. Là, normalement, là, j'aime beaucoup le Raven de Strong, mais celui que je suis en train de boire en ce moment, c'est un Private Reserve qui est tout le temps une édition limitée. Puis les gens le manquent, sérieusement. J'en ai... John, si t'écoutes ça, merci, man, je t'aime. Les gars de Strong, ils m'envoient quand même tout le temps ils m'en envoient quand même assez souvent. John m'en envoie quand même assez souvent, en fait, du Private Reserve, qui est comme une édition limitée qui est vraiment, vraiment super bon. Fait que si jamais vous le voyez passer, sérieusement, ces médias sociaux, il reste jamais en stock longtemps. Puis il est vraiment, vraiment bon, là. Fait que Private Reserve, ces réseaux sociaux, là, sur Strong Coffee, c'est vraiment, vraiment l'enfer. Sinon, nouvel épisode de Momentum Show à chaque semaine. C'était mon premier épisode solo. Si vous avez aimé ça, puis vous en voulez d'autres sur des sujets précis ou sur n'importe quoi, n'hésitez pas à m'écrire, ça me fait plaisir En fait, n'hésitez pas à m'écrire pour n'importe quoi sur Momentum, ça me fait tout le temps vraiment plaisir d'avoir vos commentaires, d'avoir vos affaires. Merci à tout le monde qui prend encore le temps de répondre au sondage à satisfaction, sérieux, c'est vraiment cool, là, ça nous aide beaucoup. Puis, et ça, si vous voulez plus de podcasts tout seul, n'hésitez pas à m'écrire. Si jamais vous avez des invités que vous pensez que seraient pertinents, écrivez-moi sur Facebook, Instagram, Momentum à jouer, peu importe, ça me fait plaisir de vous jaser de ça avec vous. Fait que, maintenant, fin du podcast. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous rendre sur iTunes, Podbean ou peu importe la plateforme que vous utilisez pour nous laisser un 5 étoiles. Sérieux, ça fait une grosse différence en visibilité. Un avis positif. Vous savez qu'on le mérite. Essayez pas. Pas essayez pas, en fait. Si jamais vous appréciez vraiment
N'hésitez pas à partager l'épisode, ça fait une grosse différence quand vous partagez. J'en ai parlé un petit peu plus de la game, ces médias sociaux au début du podcast, là. Mais c'est vraiment quelque chose qui change beaucoup quand vous partagez un épisode, ça change vraiment, vraiment de quoi. Fait que, merci beaucoup tout le monde, nouvel épisode de Momentum Show à chaque semaine. Nouvel épisode de Momentum Show.